suite, retrouvez Roger Giquel. Ce promontoire sur la Manche, ce port qui a une si longue histoire, n'est ni breton ni normand. Il a vu arriver l'invincible Armada et il a vu partir les pionniers pour le Nouveau Monde. Et depuis 22 ans, eh bien, c'est l'escale historique pour la compagnie de navigation créée par 4000 paysans légumiers bretons, du Léon, et la chambre de commerce de Morlaix. Vous l'avez compris, nous sommes à Plymouth. Plymouth, ville phare du sud-ouest de l'Angleterre, entre Devon et Cornouailles. Et je suis parti de Roscoff de nuit. La traversée a duré 6h30 plus les formalités d'embarquement. Et c'est cela notre flânerie d'aujourd'hui. La vie à bord d'un ferry, le Quiberon, avec un très bel équipage, très fier encore de son pavillon. Alors je vais vivre la vie à bord, bien sûr, et puis quand je repartirai de jour, j'interrogerai aussi les fondateurs sur un avenir qui paraît assez difficile pour la Brittany Ferry, puisqu'il s'agit d'elle. Vous ne l'avez peut-être pas deviné en voyant mon environnement là, mais nous sommes un soir d'automne à Roscoff, Finistère Nord. Oui, Roscoff, qui était jadis juste une petite station balnéaire avec hydrothérapie déjà, et puis aussi connue pour son air marin vivifiant, son petit jardin exotique. Roscoff a vu un jour arriver une armée d'engins qui ont créé un port en eau profonde, une immense gare maritime. Oui, c'est l'environnement d'aujourd'hui. C'était le début de la grande aventure de la BAI, Bretagne, Angleterre, Irlande. C'était le nom de cette compagnie qui a ensuite pris comme marque le nom de Brittany Ferry. Alors quand ça s'est créé, ben, on a dit, voilà bien des gens amusants, ils vont tout de suite capoter dans leur entreprise, comment rallier l'Angleterre comme ça avec des bateaux bretons. Eh bien, les gens qui ont ri de cela ont dû ensuite déchanter, parce que la Brittany Ferry a fêté récemment, en 93, son 20e anniversaire. Et on a vu qu'elle avait transporté plus de 3 millions de passagers, bientôt 1 million de camions, etc., etc. Alors la Brittany Ferry, départ de Roscoff, oui, mais attention, il y a bien d'autres ports. Je vais vous les énumérer parce que il le faut. Vous avez Saint-Malo, bien sûr. Vous avez Caen, Cherbourg en France. Et puis les ports d'arrivée, ben, Cork en Irlande, Plymouth, Poole et Portsmouth en Angleterre. Et Santander aussi en Espagne. Ce soir, je vais embarquer sur le Quiberon. Et c'est le sujet de notre flânerie, finalement. Une traversée sur un ferry avec les hommes d'équipage, les passagers, tout ce qui se passe à bord. Et le Quiberon, il va faire la ligne historique, hein, celle qui a été à l'origine de la Brittany Ferry, c'est-à-dire Roscoff-Plymouth. Le Quiberon, bah, il a été construit en 75, il a été rénové en 90. Il passe maintenant dans d'autres mains, vous voyez, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Et ce n'est pas le plus gros bateau de la Brittany Ferry. Il ne peut transporter, figurez-vous, que 1400 passagers et 260 voitures, une pécadille. Et je vais rencontrer le PDG, on l'appelait le paysan directeur général, on peut ajouter armateur de la Brittany Ferry, Alexis Gourvenec. Vous vous souvenez qu'on s'était déjà rencontrés au pied d'un bateau? En effet, oui. Et bon, je me disais, déjà à ce moment-là, parmi toutes vos activités, la SICA de Saint-Paul-de-Léon, les légumiers, le Crédit Agricole, vos affaires personnelles, la Brittany Ferry, quelle place est-ce qu'elle tient dans votre esprit, sinon dans votre cœur? Bon, d'abord dans mon esprit, peut-être une grande place aujourd'hui, car je dois l'admettre, nous traversons en quelque sorte une zone de turbulence. Ah oui. Une zone de turbulence, mais que logiquement on doit surmonter, je m'en explique. Nous avons à subir 2 ou 3 handicaps en même temps.
Bien sûr, depuis la création de l'entreprise, nous avons déjà connu des périodes un tout petit peu délicates. Oui, vous avez été obligé de faire appel au fonds public, d'ailleurs. Disons, une contribution plutôt des collectivités locales à l'achat des bateaux. Hein. Mais après, nous assumons l'entière responsabilité, y compris le remboursement de la totalité des prêts. Il n'en demeure pas moins vrai qu'aujourd'hui, nous subissons tout d'abord la chute de la livre, ce qui est un handicap colossal. Nous avons fonctionné pendant 10 années consécutives avec de la livre sterling entre 10 et 12 francs. Et maintenant, elle est aujourd'hui à 8, plutôt 6,70, disons. Ouais. Or, nous faisons un chiffre d'affaires de près de 2 milliards de francs. Les 3/4 de notre chiffre d'affaires est réalisé en livres sterling. Les 3/4 de nos dépenses sont en francs. Donc nous devons reconvertir en quelque sorte de la livre, d'une livre dévaluée vers le franc, à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Et la chute de la livre, par exemple, cette année, nous coûte la bagatelle de 120 millions de francs. C'est l'handicap du moment. À cet handicap du moment vient s'ajouter un handicap que nous avons alors toujours connu, mais qui, permettez-moi l'expression, nous a coûté des sommes absolument colossales. C'est-à-dire le surcoût du travail chez vous. C'est-à-dire le surcoût du pavillon. Nous avons voulu rester non seulement bretons, mais authentiquement français. Or, on sait qu'en Angleterre, les charges sociales sont assurées par le budget de l'État. En France, tout le monde le sait, l'essentiel des charges sociales est couvert par les entreprises. Depuis la création de la compagnie, l'écart de coût salarial entre, par conséquent, le pavillon français et le pavillon britannique représente la bagatelle d'1,2 milliard de francs. Si Brittany Ferry, demain, veut changer de pavillon, c'est 20% de la marine marchande française qui disparaît. C'est 2 autres écoles maritimes que l'on ferme. Autrement dit, nous aurions atteint en ce moment-là ce que j'appelle le seuil pratiquement zéro, à partir duquel il n'y a plus aucun redressement possible. Ça, je pense que c'est le message que je m'attendais à vous entendre délivrer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand vous avez lancé ici, c'était en janvier 1973. Le 2 janvier 1973. Le Kérisnel. Kérisnel, oui. Kérisnel. Oui. Est-ce que vous imaginiez avoir un jour une flotte de 9 ou 10 bateaux transportant des passagers, une armada de camions et de voitures? Nous savions que nous partions pour une grande aventure. Nous avions affirmé 10 ans avant que l'Angleterre entrerait un jour dans le marché commun. 10 ans avant. C'était en 63. Nous pensions, et je pensais avec des amis à l'époque, que ça faisait partie de ce que j'appelais la fatalité à la fois économique, géographique, historique et politique de l'Europe. Et j'avais dit qu'il faudrait que l'on soit prêt. On a été tellement prêt que le voyage inaugural du Kérisnel a eu lieu le 2 janvier 73, donc 10 ans après cette affirmation. L'Angleterre était rentrée dans la communauté économique européenne le 1er janvier 73. Nous avions 24 heures de retard. Je suis obligé de vous laisser parce qu'on est obligé d'embarquer le bateau. Vous n'accepteriez pas qu'il m'attende. Pas trop facilement, à moins que vous payiez un surplus, car ça va augmenter la consommation des sous. Bon, on va vite dans le bateau maintenant. D'accord. Au revoir, merci beaucoup. D'accord, entendu. Philippe Borgnon, vous êtes le second capitaine de ce bateau, chargé de la sécurité, et notamment de ranger les camions, les voitures. Entre autres. Vous avez un équipage bien rodé, hein, heureusement. On commence à être habitué, il n'y a pas de problème. Ils sont 7, je crois. 7 matelots, 2 secondaires et un bosquet. Oui. Et ils ont de quoi s'occuper, là. Hein. Ah, tout à... il n'y a pas de problème, les escales sont très courtes, les nuits sont courtes aussi. C'est vrai, oui. Oui, bien sûr. entretien à faire. Alors, quand les camions arrivent, là, Oui. ils sont rangés d'une certaine façon. Est-ce qu'ils sont déjà pré-rangés Non, non, non. dans l'espace, évidemment, de l'extérieur? On est en relation VHF avec un trafic Marshall et on lui demande soit des camions hauts, soit des camions bas, puisqu'il y a différentes hauteurs de passage. C'est ça, oui. sous le pont. Et au fur et à mesure, s'il demande un haut, il m'envoie un haut et on règle pour la gîte de chaque côté. C'est ça. C'est-à-dire que vous tenez compte du poids supposé de chaque camion Et de la hauteur. pour le répartir dans le garage. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est arrivé que ça se désarime, ça, Non. par gros temps? C'est assez exceptionnel en général. Le camion lui-même ne bouge pas. Il peut arriver que la cargaison à l'intérieur du camion bouge. Ah oui. Enfin, c'est assez rare. Ouais. C'est extrêmement rare.
sur des bateaux stabilisés, donc c'est très très rare. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais eu d'incident dans le garage? Si, tout à fait, ouais. C'est déjà arrivé, mais enfin c'est quand même assez rare. Oui. On prend des précautions. Quand il y a du très très gros mauvais temps, il y a certaines cargaisons qu'on ne prendra pas. Oui. La cargaison risque plus que le camion de désarriver. Le camion lui-même ne bouge pas. Oui. Au maximum, il faut vider combien de véhicules et ramener combien de véhicules? Là, en ce moment, on fait des chargements mixtes, c'est-à-dire passagers plus fret. Donc là, actuellement, vu la quantité qu'il y a à bord, il faut une demi-heure pour charger. Ah oui. Et un quart d'heure pour décharger. Mais quand il y a un gros complet, il faut une heure et demie pour assurer les soins. Ah oui. Quand il y a un camion frigorifique, son moteur tourne dans le garage? Non, on stoppe son moteur, on le branche électriquement. Ah, vous le branchez électriquement? Il est formellement interdit de laisser un moteur tourner dans un garage parce que ça dégage des gaz d'échappement, ce qui provoque des alarmes incendie. Et à ce moment-là, on est obligé de... On n'a plus d'alarme de détection incendie, donc on stoppe les moteurs et on les branche électriquement. Cette liaison économique est essentielle. Il y a même des transporteurs qui ont leur principale activité par les ferries. C'est le cas par exemple de l'entreprise Mesguen à Saint-Paul-de-Léon. 70% de son trafic, c'est pour l'exportation. Et Aline Mortamet a suivi un chauffeur depuis le marché au cadran de Saint-Paul. Et il partait vers les ferries. C'est au cadran que tout commence. Les acheteurs sont là à partir de 8h30 du matin pour acheter tous les produits de primeurs bretons. Sur la Bretagne, 60% est destiné à l'exportation. Donc après le cadran, la marchandise est collectée sur notre entrepôt pour expédition dans tous les pays d'Europe, principalement sur l'Angleterre. Nous faisons 80% de nos chiffres d'affaires à l'exportation. De nos jours, tous les clients travaillent de plus en plus en flux tendu, c'est-à-dire qu'ils stockent le moins possible de marchandises et il faut donc les livrer tous les jours au lieu de 2 fois par semaine comme ça se faisait dans le temps. Et Mesguen, grand spécialiste du transport, a eu la bonne idée de s'installer à Saint-Paul, au cœur des primeurs du Léon. 8 moyens pour Liverpool, oui, ok, merci. Ici, 70% des activités sont tournées vers l'outre-Manche, 12 000 passages par an via les Brittany Ferries. Les rythmes et les cadences ne cessent d'augmenter, compétitivité oblige. Au niveau des temps, on est toujours à faire un peu une course contre la montre, c'est-à-dire qu'on est prévenu en général assez tard des quantités à ramasser, et par contre, on doit toujours livrer extrêmement rapidement, compte tenu des contraintes, notamment de la grande distribution en Grande-Bretagne, et des temps de ferry, donc on est toujours un peu à faire une course contre la montre. Il est clair que la création de la Brittany Ferries en 1973 a permis de développer énormément toutes les exportations de primeurs du Nord Finistère à destination de la Grande-Bretagne. Est-ce que Roscoff-Plymouth continue à être la ligne la plus importante pour vous? Alors, Roscoff-Plymouth est la ligne historique. À l'heure actuelle, ce n'est plus la ligne la plus importante. Roscoff risque de devenir à terme uniquement une ligne passager. Enfin, c'est le sentiment que nous, utilisateurs, en tout cas, on en a, et que la ligne fret va se développer, en fait, au départ de Cherbourg. Cherbourg, moins excentré que Roscoff, et Poole, mieux placé que Plymouth. Les primeurs bretons, effectivement, embarquent de moins en moins dans la région où ils sont nés. Mais pour un transporteur comme Mesguen, cela ne change rien au rythme de travail. Les camions rouleront plus, mais la traversée sera moins longue. Et puis, Roscoff demeure le préféré de la Cornouaille pour desservir toute l'Angleterre occidentale. Ben voilà, des embarquements comme celui-ci, j'en effectue 3-4 par semaine au sein de cette société, et souvent avec des légumes au départ. Les saisons les plus chargées, c'est au départ de chez nous, les périodes quand il y a des choux-fleurs, les saisons d'iceberg. Et après, pour les retours au niveau de l'Écosse sur le saumon, c'est pour les fêtes de fin d'année, bien sûr. Bien souvent, les chargements se font le soir et les embarquements le matin, donc pour rouler la nuit. Et pour passer après la journée sur le bateau et débarquer de nouveau le soir. Avec les nouvelles données de la législation du travail, les camions seront désormais obligés de s'arrêter de tourner 8 heures par jour,
Cela contraint les transporteurs à une autre gymnastique arithmétique qui consiste à jongler entre les ferries de Roscoff, de Cherbourg et peut-être aussi avec le tunnel sous la Manche. Les primeurs, de toute façon, devront continuer à s'expatrier. Alors la bonne combinaison ne pourra être trouvée qu'en concertation avec tous les acteurs de l'exportation. Commandant Henry, bonjour. Bonsoir, M. Jekyll. Merci de m'accueillir dans votre poste de commandement, alors que Plaisir. vous quittez Roscoff. Est-ce que c'est un passage difficile pour sortir de Roscoff? Non, par beau temps, c'est relativement facile, Oui. dans les bonnes conditions. Oui. On me dit quand même que l'île de Bas, c'est un passage délicat. Oui, l'île de Bas, oui, au fond de l'île de Bas, ça peut être délicat s'il y a des problèmes. Mais par beau temps, comme ça, pas trop de problèmes. Oui. Il y a des ports où on a besoin d'un pilote. C'est quelqu'un qui monte à bord, qui connaît bien les lieux, puis qui repart après. C'est-à-dire que les ferries, comme nous touchons souvent le port, 2 fois par jour, l'été, donc on n'a pas besoin de prendre le pilote, on passe une licence de capitaine pilote. Ah d'accord. Donc ça veut dire que vous êtes expérimenté sur le parcours. Voilà. Quand on est expérimenté, au bout d'un certain temps, on passe la licence. Et on prend le pilote au début quand on arrive dans un nouveau port. Cette ligne historique là, pour Brittany Ferries, oui. Pour vous, est-ce qu'on peut dire que c'est de la routine ou pas? Non, c'est pas vraiment de la routine. On croit souvent que le ferry c'est de l'autobus, mais c'est pas vraiment de la routine parce que les conditions de courant, les conditions de vent changent tous les jours. Et comme on sait, la routine peut être très dangereuse. Oui. Donc, vous faites, aujourd'hui c'est en calme, mais quand il y a de grosses tempêtes, est-ce que... Alors quand il y a de grosses tempêtes, arrivé à force 9-10, en général, comme ça ne dure pas trop longtemps, on suspend le départ, on attend. D'accord. Voilà. On ne prend pas de risque à partir d'un certain niveau de vent fort. Non, parce que ça fatigue les passagers. Les camions, la machine aussi. La machine et les gens. Monsieur Piriou, bonjour. Bonjour. Alors, bonne nuit, je devrais dire, on est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Et là, on est eh bien, dans ce que vous avez coupé, ou allez couper, les rails, les fameux rails que doivent emprunter les bateaux qui viennent de l'Atlantique et qui vont... En mer du Nord. En mer du Nord. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que le rail, bon, moi, j'ai du mal à le visualiser, mais on le voit bien sur la carte. Oui, c'est-à-dire que ce sont des zones de séparation de trafic. Il y en a une à Ouessant, une au large des Casquets, avec un sens pour les navires montants et les navires descendants. C'est ça, c'est au-dessus de Jersey, Gare de Zès. Voilà, c'est ça, le rail des Casquets. Et automatiquement, logiquement, un bateau qui prend le rail montant de Ouessant, va prendre le rail montant des Casquets et va prendre la ligne la plus courte pour aller Et le bateau qui descend va faire exactement la même chose. Donc nous, quand nous allons monter vers Plymouth, nous allons d'abord rencontrer le rail montant, puis le rail descendant. Alors le rail montant, vous l'avez déjà rencontré? On a déjà rencontré, nous sommes entre les deux rails, enfin entre les deux, entre les montants et les descendants. C'est ça, dans la zone où vous coupez donc un trafic qui peut être intense. Qui peut être relativement intense, surtout en week-end. Ces bâtiments, ces pétroliers, est-ce qu'ils vont, à quelle allure ils vont? Ils vont en général 14-15 nœuds. Oui. Nous, en général, nous avons une vitesse entre 18 et 20 nœuds, donc qui nous donne une marge de manœuvre pour manœuvrer facilement, puisque bon, nous sommes relativement rapides par rapport aux autres navires. D'accord. Alors, il y a les radars. Et les radars, il y a les radars qui fonctionnent, mais j'ai remarqué aussi qu'il y a des hommes d'équipage qui sont aux fenêtres avec des jumelles. Oui, au sabord, nous appelons ça. Et effectivement, nous sommes toujours doublés de jour par un matelot timonier, de nuit par 2 matelots timoniers qui font aussi une veille visuelle. Oui. C'est-à-dire que si on comme dans le temps, quoi, avec les jumelles. Exactement, exactement. Même la nuit, là, je ne sais pas ce qu'ils voient. Mais... Si nous voyons les navires ayant des feux de navigation, on voit par l'observation des feux de navigation, on peut déduire la route du navire. Donc s'il y a route de collision ou pas. C'est ça. Alors, je voulais signaler ça, c'est qu'il y a des hommes qui doublent le radar. Toujours, ce n'est qu'une aide à la navigation. C'est ça.
Alors le radar, le voilà. Donc là, on va bientôt rencontrer le... On commence à voir les descendants. Le rail descendant. Voilà. Là, vous avez donc sur votre écran Alors, pour votre cap. nous sommes là. Oui. Nous nous trouvons là. Nous faisons une route au nord, hein, exactement 355, mais du fait du courant, nous avons pris un peu de dérive. Oui. Et la ligne rouge que vous voyez, c'est la route idéale entre Roscoff et Plymouth, qui nous donne donc un repère pour savoir si nous sommes à droite ou à gauche de la route. Et donc, les échos, ce que vous voyez, les échos, ce sont les bateaux. D'accord. Ce sont des bateaux qui viennent de tribord, donc ils ont priorité. C'est ça. S'il y a un risque de collision, c'est à moi de bouger. Alors déjà, celui-là, je vais voir ce qu'il va me donner. Je vais avoir tous les renseignements le concernant. Effectivement, celui-là, il fait route au 229, à 14 nœuds. Par contre, la distance la plus proche à laquelle il va passer de moi sera de 0,3 000, dans 26 minutes. Ah oui. Donc il va falloir que je bouge. C'est à moi de manœuvrer. Donc je vais venir sur la droite pour lui passer derrière. Est-ce que dans ce métier, là, dans ces équipages, dans l'équipage général de la Brittany Ferries, est-ce qu'il y a une solidarité de corps? Est-ce qu'il y a un esprit de corps? Absolument. Absolument. Nous faisons, d'abord sur un bateau, nous faisons une équipe. Nous travaillons ensemble. Sur une passerelle, je suis officier de quart, mais je travaille avec des matelots timoniers, donc il y a une confiance réciproque. Qu'à force de faire le quart, ne serait-ce que de faire le quart la nuit, on parle, on discute, on est un peu au courant de chacun. C'est un peu particulier. Après le quart, à 3 h du matin, nous allons casser une petite route ensemble, parce que bon, la nuit a été longue des fois, parfois, et il y a un esprit de corps quand même, c'est sûr que... Je comprends bien ce que vous dites. Enfin, je vais laisser à vos radars. Connaissez-vous Le Marin? Le Marin, c'est un journal, c'est un hebdomadaire du groupe Ouest France. Et la rédaction du Marin, qui s'occupe aussi bien de pêche que de marine du commerce, des ports, de leur trafic, etc., est sans conteste la mieux qualifiée pour analyser les nouvelles donnes du trafic transmanche. Et donc j'ai été voir la rédaction du Marin avant de partir pour cette mini-croisière. Et là-bas j'ai rencontré Thibaut Teillard. Thibaut Teillard qui est vraiment un connaisseur parfait de ce dossier. Il a 26 ans. Je vous dis, c'est un vrai journaliste. Hein. Thibaut Teillard, depuis cet été, la presse est pleine d'informations alarmistes sur la Brittany Ferries. On entend ou on lit gros temps pour la Brittany. Elle découvre la concurrence, ce qui est un peu bizarre, parce qu'il y a longtemps qu'elle a dû le faire sûrement. Et puis elle réduit ses rotations d'hiver. Et puis là, au moment où nous partons, j'apprends que le Quiberon qu'on va prendre est vendu. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement, selon vos analyses, vous? La vente d'un bateau, il ne faut pas l'interpréter trop brutalement. C'est une vente en fait qui est classique dans le milieu armatorial. C'est une question de refinancement quand le navire est amorti. Le navire reste sous pavillon français avec un équipage Brittany Ferries. C'est simplement la société d'économie qui contrôle la flotte de la Brittany Ferries qui, avec ça, récupère un peu de trésorerie pour assurer des échéances d'emprunt, etc. Bon, je dirais même si Brittany Ferries était en pleine prospérité, il n'aurait pas été exclu que le navire soit vendu. Est-ce qu'il y a un problème conjoncturel ou est-ce que c'est le tunnel sous la Manche qui déplace les problèmes vers l'ouest? Ça, c'est certainement le principal facteur d'explication, qui est le fait que, on l'a vu encore récemment dans la querelle qui a opposé Brittany Ferries à la Chambre de commerce de Brest pour la création à Brest d'une passerelle transmanche. La Chambre de commerce de Brest me disait c'est simplement pour un armement qui dessert l'Irlande, Irish Ferries, vous verrez, la concurrence ne sera pas très sévère, etc. Et Brittany Ferries s'y est fortement opposé dans la crainte justement de voir un jour, à une échéance relativement proche, un des grands leaders du transmanche, par exemple P&O, qui est sa bête noire, venir s'installer à Brest et faire directement concurrence à son berceau d'origine qui sont les lignes au départ de Roscoff. Sachant que P&O, effectivement, rayonne déjà largement autour des lignes de Brittany Ferries et a même développé, il y a 2 ans, une ligne au départ d'Espagne sur l'Angleterre qui a été aussi une des niches qu'a créé Brittany Ferries il y a quelques années. Vous avez dit niche. Qu'est-ce que c'est une niche? Une niche, c'est en fait dans un grand marché transmanche qui est de masse, et notamment au départ entre Calais et Douvres, une niche, c'est prospérer sans faire des volumes très importants, mais prospérer avec un service de qualité et en fait une rentabilité, je dirais, aux passagers ou à l'unité de fret qui est supérieure à celle des concurrents et du marché de masse qui est celui de Calais-Douvres
et sur lequel la concurrence est frontale entre le tunnel, P&O et le Pool D'accord, Ceiling. alors ça c'est un petit créneau, mais quand vous dites qualité, service qualité, la Britannie, là, elle est bonne. Là. Ah oui, c'est ce qui a toujours fait justement la différence de Brittany Ferries, qui régulièrement a été élu par les journaux britanniques comme meilleure compagnie de ferries du détroit. Par les journaux britanniques? Ah oui, par les journaux britanniques qui sont pourtant pas forcément généreux avec les opérateurs français. P&O, qu'est-ce que c'est P&O? C'est scandinave, c'est anglais, c'est la grosse... P&O, c'est un vaste conglomérat en fait britannique qui a fait qui a commencé à croître à l'époque coloniale, péninsulaire orientale en fait, et dont l'activité ferry n'est qu'une des activités parmi d'autres et qui peut très bien se permettre de pratiquer une politique très agressive en matière de ferry, puisqu'elle a par ailleurs des sources de revenus non négligeables. Est-ce que c'est le monstre qui peut... Le monstre, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression qui est un petit peu journalistique. Est-ce que c'est le monstre qui peut absorber éventuellement la Britannie? Je pense que si P&O emporte le morceau, ce sera même pas en absorbant Brittany Ferries, ce sera en l'éliminant complètement de la carte. Et c'est ce que craignent les... Petit à petit. C'est ça, en la fragilisant suffisamment pour qu'effectivement elle ne soit pas capable d'offrir le service suffisant face à une concurrence. C'est une belle compagnie quand même. Ah oui, c'est une compagnie sympathique et on aimerait en France avoir plusieurs armements comme Brittany Ferries. C'est pour ça qu'on regarde avec beaucoup d'attention son évolution et on espère vraiment que malgré son caractère d'économie mixte qui peut quelquefois faire tousser certains, elle se sorte de ce mauvais pas. Merci. Yes, please. I didn't know you were going there, but yeah, okay. Have a nice trip, and the ferry's on the way up. Yeah, okay then. Yeah, we'll be about 12 hours. Yep, cheers now then. Okay, then, long home. Good morning, sir. We are approaching Breakwater. We are inward bound to Lidbeduck. We are using Asia-Pass and Go First. Le naufrage du l'Estonia a évidemment laissé des traces, non seulement dans les mentalités, mais aussi dans les réglementations internationales. C'est ainsi que sur le Quiberon, on a rajouté une troisième porte à l'avant pour garantir l'étanchéité de l'étrave. Et puis aussi, on vérifie naturellement régulièrement le bon fonctionnement et l'étanchéité de toutes les portes. Bon, cependant, la BAI dit on ne veut pas céder à la psychose. Par exemple, on trouve les critiques injustifiées du système passerelle Roro, c'est-à-dire on entre par l'arrière, on sort par l'avant ou vice-versa. On ne veut pas de cloison, bref, dans le garage, enfin pas pour l'instant. Et on dit, non, nous, on fait confiance à un personnel qui est tout à fait capable d'assurer la sécurité et qui est bien conscient du danger. Attention, voilà la porte qui va s'ouvrir. L'accident de l'Estonia est arrivé le 28 septembre 1994, donc ça fait un peu plus d'un an. On sait qu'il y a deux causes importantes. Les structures de l'étrave ont été défaillantes. Le casque s'est détaché et en entraînant l'ouverture de la porte. La deuxième grande cause, c'est le facteur humain. Dans tous les accidents de transport, on sait que 80% des causes d'accidents résident dans le facteur humain. Il y a 20 ans, l'armement et les équipages de Brittany Ferries n'étaient pas suffisamment formés pour exploiter en sûreté et avec efficacité ce type de navire. Et je n'engage que ma responsabilité, mais je suis intimement convaincu que dans le cas de l'Estonia, c'est ce qui s'est passé. 100 rescapés sur plus de 800 passagers. Pour éviter que ne se reproduise un tel drame, la BAI a déjà cherché à renforcer tous ses systèmes d'étanchéité. Point névralgique et ultra sensible d'un ferry, l'étrave qui a été réexaminée en priorité. Depuis l'Estonia, cette nouvelle porte a été obligatoirement installée. C'est une recommandation des autorités qui nous ont obligés à installer cette nouvelle porte. Parce que la porte avant existante était trop loin de la cloison d'abordage. Cette nouvelle porte a été mise en place pour ça. Depuis, toute la sécurité a été révisée, sauf le système Roro, prévoyant 2 portes d'accès dans la soute du garage. Mécanisme mis en cause lors de l'Estonia, la Britannie a jugé le procès malhonnête. J'estime que c'est pas parce qu'un train déraille ou parce qu'un avion tombe ou explose qu'il faut remettre en cause ce type de mode de transport.
Les statistiques de l'Union européenne, d'ailleurs, prouvent qu'en tant que moyen de transport, le car ferry est aussi sûr que l'avion. De fait, si l'on en croit les chiffres, dans les deux cas, seulement un passager sur 2 millions court le risque de perdre la vie à bord d'un ferry ou d'un avion. C'est peu, mais c'est suffisant pour que l'on multiplie les exercices de sécurité à longueur d'année. L'incendie, l'avarie technique, le naufrage, toutes les éventualités sont régulièrement testées afin que l'on éradique tout soupçon de panique le jour où l'entraînement deviendrait réalité. Après la catastrophe de l'Estonia, les ministres des Transports de l'Union européenne ont décidé d'accélérer la mise en place du code de gestion de la sécurité maritime qui, au niveau international, est prévu pour le 1er juillet 1998. Et donc, nous, de façon peut-être intuitive, en 1990, on a décidé, à titre volontaire, de le faire nous-mêmes. On a fait beaucoup d'explorations et on a produit ce qu'on appelle le standard britannique. Un standard qui vise à définir les responsabilités de chacun en cas d'accident et qui pour le moment s'est révélé fructueux en matière de sécurité. Sur 30 millions de passagers transportés depuis sa création, la BAI s'estime responsable d'un décès en tout et pour tout. Quant à l'Estonia, on attend encore le rapport d'enquête jusqu'à présent toujours reporté au calende grec. Je n'ai pas beaucoup de temps à passer à Plymouth entre deux rotations du Quiberon. Bon, matinée repos obligatoire à l'hôtel, hein, parce que la nuit a été longue sur le bateau. Et puis balade l'après-midi. Il a fait beau dans le Devon en ce début octobre. Et là, bon, dans ce jardin public, il y a tous les monuments qui célèbrent les départs des Anglais pour les colonies depuis ce port de Plymouth. Et puis il y a aussi les monuments en mémoire des combattants de la dernière guerre. Et puis j'ai flâné dans le quartier du Vieux-Port, Barbicane. Alors j'ai léché quelques vitrines, je suis entré dans quelques pubs, classiques pubs. Et puis là, je suis à hauteur de la citadelle pour vous faire découvrir une petite carte postale de Plymouth. Irene Windham, je suis ravi de rencontrer une consoeur de la télévision de Cornouailles, West Country TV, c'est ça? C'est ça, exactement. Je suis ravie de vous connaître aussi, Roger. Alors, moi, je voudrais en profiter de vous rencontrer pour vous demander qu'est-ce que c'est cette ville où il y a tellement de monuments, où on célèbre le Mayflower, où on célèbre Sir Drake, etc. Qu'est-ce que c'est que cette ville, son âme profonde? Alors vous avez bien saisi le côté historique, oui, mais aussi, surtout, c'est une ville militaire. Et c'est, oui, une ville très divisée. Il y a le côté Devonport, oui, qui est le côté du garnison, mais il y a aussi le côté où on travaille, et c'est l'industrie assez léger, y compris British Aerospace, Plessey et tout ça. Plymouth, au moment de la guerre de 39-40, est-ce que c'est une base où on va venir pour libérer la France, parmi tous les ports d'Angleterre? C'était probable. Les Allemands l'ont pris de toute façon pour cette manière, et alors c'était subi un des plus grands blitz de toute l'Angleterre. Ouais. C'était vraiment écrasé, ça brûlait. On ne pouvait plus reconnaître si on voit les anciennes images. Mais ce qu'on a reconstruit maintenant, c'est dans certaines sections. Vous avez la section Garaison, vous avez la section Vieux-Port du Barbican qu'on a vu. Oui. Vous avez ça, c'est resté à peu près le Barbican historique. est bien resté, et c'était très pauvre auparavant. Maintenant, c'est très joli avec les petites boutiques et tout ça. Mais autrefois, c'était où les gens très pauvres vivaient. Tandis qu'ici, ça n'a presque pas changé. Il y a du béton, bien sûr, mais là où Drake est venu jouer aux boules en disant les bateaux arrivent,
on peut les voir dans le même endroit. Alors les Français ont peut-être oublié ça, l'invincible armada qui arrive là. Voilà. C'était quoi, quelle année, etc. C'était en 1588. Sir William Drake a été ici presque derrière nous, oui. Et il jouait aux boules tranquillement. Oui. Et puis les Espagnols sont venus et on lui a dit attention parce que les Espagnols arrivent. Il a dit oh du calme, on n'a pas à se presser, on va finir les jeux de boules et ensuite on va vaincre. Et en effet, selon la légende, il a fini le jeu et après il a vaincu sur les Espagnols. Oui, mais peut-être qu'aussi il attendait la marée. Hein, qu'il attendait que la marée soit favorable. Je crois que si on sait la vérité, c'est bien ça. Oui, et le Mayflower, quels sont on les appelle les pèlerins, voilà, qui sont partis sur ce bateau pour découvrir la Nouvelle-Angleterre. Ils avaient du courage, ils ne savaient pas où il allait, ils partaient comme ça. C'était un essai très courageux et ils se lançaient vers le Nouveau Monde. Et en effet, maintenant, grâce à eux, il y a un Nouveau Monde. Bien, Irène, maintenant je voudrais vous raccompagner chez vous. Et chez vous, c'est la télévision. Alors, pourquoi on va voir West Country TV? C'est parce que vous êtes un peu chez nous aussi de temps en temps, à France 3, puisque vous avez quelques minutes le samedi soir. Justement. Hein, avec la présentatrice qui s'appelle comment? C'est Sharon Goebel. Sharon Goebel. Qui vient toutes les semaines. Et j'avoue que je me ressens très à l'aise chez vous aussi. C'est presque comme si on était une station. Bon, c'est bien. Alors, on va à la télévision. Voilà. Irène, voilà donc la zone de diffusion de West Country. C'est ça, 4 comtés, c'est-à-dire 2 comtés entiers, 2 demi-comtés et 3 millions de personnes en tout. 3 millions de personnes. Alors ici nous sommes dans une rédaction très moderne, hein. C'est newsroom. C'est très technologique ici, c'est vraiment le dernier état des arts, les computers tournent le film même, on n'a presque pas besoin de personnel au fait, sauf les journalistes. Oui. 50 journalistes à peu près? Vaguement, oui, c'est ça. C'est ça. Et vous êtes freelance là-dedans? Voilà, et on fait plutôt les magazines comme vous, plutôt que le journalisme dans notre section. Et alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on commence ici à avoir des petites stations locales. Exactement, nous avons 4 stations satellites, plus 3 autres très petits. Les 4 stations satellites ont chacun un petit studio qui peut joindre ici, qui le fait 2 ou 3 par jour. Une fois dans la grande émission, une fois à la fin et une fois très tôt le soir. La grande émission, c'est le soir, hein? Oui, exactement. C'est de 6h anglais à 7h. Oui. Et c'est en 3 parties, section actualité et sport, section créative et section un peu plus relax. Bien, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je voulais simplement que nos amis de l'Ouest découvrent ce qu'est une télévision privée régionale. Maintenant, je voulais vous demander, est-ce que vous avez fait récemment des reportages sur Brittany Ferry? Moi, nous avons suivi un petit peu là, pour voir surtout si les Anglais encore voyagent en France, parce que votre franc augmente, notre livre baisse bien sûr. Il y a des émeutes à Paris et partout, il y a les explosions nucléaires qui détournent certains Anglais, il y a les TVA de 2% ou plus qui augmentent les prix, donc les Anglais hésitent. Et le Brittany Ferry, c'est une ligne de vie pour nous. Dans le sud-ouest, on est tellement coupé du continent que d'aller 4 heures vers Londres pour rejoindre l'Europe, c'est très difficile. Brittany Ferry, pour nous, c'est l'Europe. J'en parlerai de votre réflexion au directeur général de Brittany Ferry. Ça nous aidera beaucoup. Merci monsieur. Beaucoup, Irène. Et bon voyage. Merci. Bonjour. Bonjour. Les hôtesses dans le garage m'ont demandé de venir vous voir. Oui. Vous savez où se trouve ma cabine? Oui, alors vous avez la cabine 251 qui se trouve dans cette cour-ci sur la droite. C'est ouvert et les clés sont à l'intérieur. Ah, les clés sont à l'intérieur. Les clés sont à l'intérieur. Vous êtes combien de personnel d'accueil à bord? Nous sommes 12 hôtesses en ce moment, puisque c'est la fin de la saison quand même. Oui. Et puis il y a un chef d'étage et le maître d'hôtel à l'accueil également. C'est ça. Tout ça sous l'autorité d'un commissaire de bord. Tout à fait. Comme il se doit. Tout à fait. Dites, j'ai 6 heures à passer ici. J'ai un petit... Enfin, certains pourraient craindre de s'ennuyer un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous avez le kiosque à journaux, vous pouvez trouver tous les journaux et magazines. Vous avez le cinéma, le programme est affiché juste là sur le tableau bleu. Oui, et puis il y a, restaurant. Et puis finalement, on arrive vite à Roscoff. Tout à fait, ça passe vite 6 heures finalement.
Bonjour. Bonjour. Voilà, je prends la presse, là, il y a presque tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de journaux. Qu'est-ce que les gens achètent le plus Ben, on a essentiellement une clientèle qui est anglaise, donc c'est en général les journaux et les magazines anglais qui partent mieux. Oui. Mais la presse française se vend aussi bien. Hein. Oui, oui. En général, il n'y a pas de... Les Anglais achètent beaucoup de journaux? Oui, énormément. Beaucoup de journaux et de magazines. Ils n'hésitent pas à acheter 3, 4 journaux, surtout que les prix sont bien moins élevés que les journaux français. Ah oui. Donc en général, bon, un Sun, un Daily Mirror ou même un Daily Express, ça vaut 2 francs, 3 francs. Oui. 13,70 s'il vous plaît. Voilà. Merci. Oh, vous avez vu ça, là? Financial Times, hein? Eurotunnel change ses tarifs dans la guerre des prix des ferries. Je vous avoue franchement que c'est peut-être une chose que je devrais peut-être faire plus souvent, c'est que je ne lis pas la presse. J'ai beau travailler ici, j'avoue franchement que je ne lis pas la presse. Vous n'avez pas le temps? Parce que si, à l'heure actuelle, j'aurais plus le temps étant donné qu'on a moins de passagers, mais sinon, j'avoue que je suis certainement la dernière. Là, il faut lire cet article, hein, parce qu'il est en pleine actualité. Hein, la guerre des ferries, la guerre des prix dans les ferries. De toute façon, on est quand même et Eurotunnel dans cette histoire. Je vais lire ça, moi. Ah, Nounours Quiberon. Oh, ben, je vais me contenter de ça. Oui. Est-ce que... Mais il est joli d'ailleurs. Oui. Est-ce que je dois vous donner mon billet de passage de bateau? Non, ça sert uniquement pour les cartouches de cigarettes et les alcools. Ça fait partie de votre commerce, ça, de votre chiffre d'affaires? Oui. Ah oui, ça compte énormément. De la Ouais, Britannie. c'est un des plus importants. C'est le plus important en fait. C'est le poste qui rapporte le plus en général. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il y a on dit qu'il y a une guerre des duty free sur les compagnies. Oui, depuis toujours, hein, en fait. Ouais. Depuis toujours. Oui, oui. Peut-être plus maintenant parce que la période est difficile, mais ça a toujours été comme ça. Ouais, c'est quoi? Situation générale d'évolution. Expression 990 millibar vers le 50e nord et 22e ouest. Décale très rapidement vers le nord-est en se creusant. Prévu à 975 millibars. Ah bien, il y aura des moules. Belle cuisine. Où est le chef? Bonjour chef. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Vous avez une très belle cuisine, hein? Ça va par rapport à d'autres bateaux, oui. Pas mal. Et vous savez ce que j'ai lu dans un journal qui traînait à l'hôtel d'où je viens là? C'est qu'on mangeait parfois mieux chez vous que dans certains restaurants anglais ou même français. Français aussi. Oui. Ça doit vous flatter, ça? Bah oui, certainement, oui. Vous ne craignez pas la tempête, vous? Non, absolument pas. Non, je navigue depuis 67, donc... Oui. Quand il y a du gros temps, est-ce que la mayonnaise prend toute seule? Sans problème. Sans problème. On n'a jamais de problème à ce niveau-là. Non. Ils ont dit quoi, bah, pied marin, c'est tout. Oui. Ça, c'est chose qui n'est pas donnée à tout le monde non plus. Mais vous avez combien de plats au menu? Vous avez trois viandes différentes. Oui. 3 viandes différentes. Et en légumes, vous avez 4 légumes différents sur l'assiette. Voilà, et des hors-d'œuvre? Et des hors-d'œuvre à volonté. À volonté. Oui, parce que nous faisons un buffet. D'accord. Nous avons un buffet au restaurant. Et les petits déjeuners sont bien, hein, Les petits déjeuners sont copieux aussi. Je pense que c'est suffisant le matin. Ouais. Bon, je vous laisse parce que vous allez sûrement servir bientôt, là. Disons que c'est l'équipage qu'on prépare. Ah, on va préparer l'équipage. L'équipage mange avant, là? À 10h. À 10h? 10h et 11h. Oui, tous les jours. Je vous laisse. Monsieur Jiquel. Au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce que vous préférez le ferry je sais pas, au tunnel ou autre chose? Est-ce que c'est parce que c'est plus court? Est-ce que c'est une question de tarif? Non, c'est pas le tarif, c'est convenable à Plymouth, à Roscoff. Aussi, c'est que nous sommes un peu décontractés pendant la traversée. J'ai entendu souvent ça. Oui. Qu'il fallait prendre le temps de passer d'un pays à un autre. Oui, c'est trop vite par avion, je trouve. Oui, c'est ça. Et le tunnel, vous avez essayé? Non, pas du tout. Non. Jamais. Pourquoi? Oh, il y a
parce qu'il y a le risque des terroristes, je crois. Ah oui. Ah, et aussi, c'est trop vite. C'est trop vite. Oui. Mais maintenant, nous sommes retraités. Oui. Donc vous avez le temps de... Oui, oui. Pourquoi? Ouais. Mais au fond, un ferry ou un autre, ce serait pareil. Vous pourriez prendre n'importe quel ferry d'une autre compagnie. Oh, nous avons toujours pris les ferries de Brittany Ferries. Bon. Et nous trouvons que la compagnie est bien efficace. Ouais. Et tout va bien toujours. Et maintenant, nous avons l'habitude de le faire. Je précise, parce qu'on ne va pas me croire, que je ne vous connais pas. Vous ne faites pas de la publicité pour Brittany. C'est vraiment l'opportunité qui me fait vous rencontrer. Oh oui, absolument. Je précise que je n'ai pas choisi. Absolument. Nous sommes très contents de le dire parce que nous étions toujours très contents avec la compagnie. Et même que peut-être le Kivelon est un petit peu âgé maintenant. Nous sommes contents. Ouais. Louis Mérian, bonjour. Vous êtes matelot à bord? Oui. Tout le monde n'est pas dans la marine marchande, tout le monde ne sait pas ce que ça signifie d'être matelot sur un ferryboat. Alors vous êtes tous au même régime, 7 jours embarqués, oui. Donc on vit complètement à bord. Oui, pendant 7 jours, oui. 7 jours de repos. 7 jours de repos, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des revendications sociales fortes sur ce bateau, dans la compagnie? Actuellement, non. Il y a toujours des revendications, mais ce ne sont pas des revendications poussées. Nous, en tant que marins, on n'a pas de la chance d'avoir une compagnie qui nous emploie en statut marin français, parce qu'il ne reste pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, parce que la politique de la marine marchande depuis des années, c'est de perdre des marins. En fin de compte, oui, bien sûr. On est heureux de pouvoir naviguer sous statut français. Ouais. Est-ce qu'il y aura un jour des marins philippins sur ce bateau, ou indonésiens, on ne sait pas, ou pakistanais? L'avenir ça c'est donc... Vous n'aimeriez pas ça? Non, j'ai déjà donné ailleurs. Ouais. Je n'ai pas envie de revoir ça. Merci Louis. Merci. Christian Michelini, je suis ravi de rencontrer le directeur général de Brittany Ferries. Et je vous informe qu'on a fait un excellent voyage. On est parti sous le soleil, on a rencontré la brume, il fait beau à Roscoff. Ce qui m'a étonné quand même, c'est qu'il n'y avait pas grand monde sur ce bateau. Le garage n'était pas plein, il y avait, je ne sais pas, 130, 140 passagers. C'est un voyage déficitaire. Ah oui, forcément. Alors, il faut tout de même regarder que nous sommes en octobre, à l'extrême ouest. Alors, vous seriez venu en week-end, vous auriez vu du monde. Le fret, nous ne sommes pas en pleine période d'activité du fret. Et d'ailleurs, le fret sur la ligne de Roscoff-Plymouth, c'est un fret spécifique et qui tient à l'exportation des produits bretons qui sont plutôt, disons, il y en a moins. Oui, oui. Donc, oui, c'est un voyage déficitaire. Alors, on considère que ce qu'il ne faut pas, c'est avoir 7 voyages déficitaires dans la semaine. J'imagine, oui. Bien sûr. Alors, donc, on considère qu'on réduit notre activité. C'est tout de même une ligne de l'extrême ouest. C'est pas la plus simple. C'est une grande ligne tout de même. Elle est historique. Elle est historique, bien sûr. Elle a au moins ce mérite. Elle a permis de créer les autres. Et, eh bien oui, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on va arriver en on réduit la toile. Donc vous allez hiberner, mais pas forcément pour le fret, et en tout cas pas sur toutes les lignes. Ah ben non, bien sûr. C'est-à-dire qu'on essaye, et ça c'est notre devoir dans la réduction de toile, on essaye tout de même de ne pas perdre de part de marché, c'est-à-dire de mettre nos bateaux en ligne, là où tout d'abord ils couvrent leurs frais directs, et voir qu'ils couvrent un peu les autres frais. Ouais. La ligne phare aujourd'hui pour la ligne qui vous rapporte de l'argent. Il n'y en a aucune qui en paie. Enfin, ils en perdent par moment. Il y en a qui gagnent moins, qui n'en gagnent pas assez pour couvrir ce qu'on appelle des frais de structure, etc. Ce qu'il faut, c'est savoir les arrêter au bon moment, les faire marcher au bon moment. Le vrai bilan. 94, 3 millions de passagers et plus, je ne sais pas combien de camions, mais on s'interroge encore sur le vrai bilan. Ça sera un peu inférieur cette année, s'il y a des histoires de conjoncture, ça ne sera pas que chez nous. Ce qu'il faut regarder, c'est pas le nombre, il faut regarder également la qualité de ce que vous transportez. Oui. Nous faisons peu de passagers à 10 francs qui viennent passer une journée.
Ne serait-ce que par la longueur de nos lignes, et ne serait-ce également que par définition de notre petit commercial, ce que nous voulons faire. Oui, passager à 10 francs, parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Oui. Tant pis pour eux. C'est un produit d'appel, ça. C'est pour. Non, c'est un produit de déstabilisation, ou alors un produit qui vient du détroit et qui vient de vente illégale de duty free. Où des gens peuvent, pour 10 francs, ne pas bouger du bateau, remplir une camionnette de duty free, ressortir et la vendre en public. Donc c'est un supermarché flottant? Oui, mais illégal. Illégal. Nous impose, vous avez vu, vous pouvez pas acheter 2 bouteilles de whisky au même passage, votre billet est invalidé, là-bas il n'y a pas de contrôle. Donc je ne peux pas frauder chez vous? Non, vous ne pouvez pas frauder, on ne va pas vous aider à frauder, même si on gagnait momentanément un peu d'argent, parce que ça se retournerait à la finale contre nous. L'Europe nous supprimerait le duty free, ça serait très grave pour le tourisme, pour le transport, pour les aéroports, pour tout le monde, et pour le consommateur à la finale. J'ai vu dans le Financial Times, que j'ai acheté d'ailleurs au kiosque du Quiberon, que le tunnel sous la Manche allait réviser ses tarifs. Et le titre du Financial Times, c'était qu'il allait réviser ses tarifs en fonction de la guerre des ferries. Oui. Je n'ai pas lu l'article encore, je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que c'est un peu grave, parce qu'en fait, le tunnel, on l'attendait. Ce qu'on n'attendait pas, c'est les guerres suicidaires. Je pense que le tunnel, technologiquement ou techniquement, a été bien fait. Je crois qu'au niveau de ses prévisions, d'abord de ses coûts et de ses prévisions d'exploitation, sont trompées. Alors, il y a une guerre fabuleuse qui se passe sur ce qu'on appelle le détroit, entre Calais et Douvres, entre les compagnies ferries qui sont là-haut et le tunnel. Évidemment, on pensait avoir des sacs, on a des vagues qui arrivent de là-haut. La guerre s'est généralisée. Elle est suicidaire pour tout le monde. La marine marchande, des matelots m'ont dit, qui aiment leur métier, hein, les matelots m'ont dit, bah, ça je ne recommanderais pas ça à mes enfants, la filière est cassée. Est-ce que vous croyez ça? Elle est pas loin d'être cassée, c'est-à-dire qu'elle est très restreinte. Je ne pense pas qu'on ait eu une grande politique maritime en France. On parle beaucoup de la France, on parle beaucoup de la mer en France, mais beaucoup par nostalgie et en musée. Qu'est-ce qu'il advient de la BAI dans un proche avenir? Elle disparaît ou elle est rachetée? J'espère ni l'un ni l'autre. Je vous fais une réponse de Normand. Ni l'un ni l'autre. J'espère qu'elle va rester là. Merci beaucoup. Voilà, le Quiberon fait la sieste en quelque sorte. Les rideaux du bar sont tirés à l'intérieur, les salles sont désertes, aussi bien la cafétéria qu'en plein nettoyage. Oh, sur cet itinéraire, Roscoff, Plymouth et retour, une flânerie, je le répète, les soucis qui sont réels, mais qu'elle sera sûrement surmontée, en tout cas moi, la prochaine fois que j'irai en Cornouailles, juste pour flâner personnellement, je prendrai un de ces bateaux-là.